Merci Michel Anne de nous avoir donné l'occasion, à travers ce salon de l'immobilier, en virtuel bien sûr, de pouvoir nous exprimer sur un sujet qui accapare l'actualité au niveau du Sénégal, à savoir le foncier, et plus particulièrement la loi sur le domaine national, qui pose énormément de problèmes d'interprétation, mais aussi qui pose énormément de problèmes au niveau de l'application même du texte en question. Et c'est pourquoi c'est l'objet aujourd'hui de ce panel, pour pouvoir éclairer au moins l'opinion sénégalaise et surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui souhaiteraient acquérir une parcelle au niveau du Sénégal pour pouvoir investir, ou bien qui souhaiteraient acquérir de grands ensembles de terres pour faire des investissements. C'est l'occasion aujourd'hui, à travers les différents panélistes que nous avons, de pouvoir faire le tour sur ce débat autour de la loi de 1964 entre obsolescence et conflits et litiges. Donc, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer et qui pourront être retenues par les autorités pour vraiment résoudre la question du foncier au Sénégal. Et pour partager ce plateau, nous avons M. Abdoukader Yedou. Je pense qu'on peut lui laisser le temps de se présenter et après on va revenir à la question. D'accord. Ok, bonjour, je vous remercie tout un chacun. C'est M. Diagne, M. Manet et aussi M. Chama, si je ne me trompe pas. Monsieur Anne. Monsieur Anne, voilà, très bien. De m'avoir convié aujourd'hui à ce panel-là, qui est un panel qui est très intéressant, donc qui parle aujourd'hui, ce qu'on dit, des conflits fonciers. Voilà, les conflits fonciers aujourd'hui, comme on dit, c'est la deuxième source de problème au Sénégal. Et nous, en tant qu'agents immobiliers, en tant que truc, on doit donner notre point de vue par rapport à ça. Et si je me permets aujourd'hui de prendre la parole, c'est parce que je viens sous deux casquettes. La première casquette, aujourd'hui, c'est ma casquette de vice-président de la Fédération d'agences immobilières et courtiers immobiliers du Sénégal. Voilà, c'est une association que nous avons mis en place depuis normalement 2016, qui regroupe presque 300 agents immobiliers et courtiers immobiliers au Sénégal. Et on peut dire qu'on est la seule, fédération d'agences immobilières reconnue par l'État. Voilà, donc sous cette coupole-là, c'est ma casquette. Pour moi, c'est ma casquette, je suis le fondateur de Mon Agent Immobilier, voilà, qui est aujourd'hui une plateforme, de transactions immobilières qui est au Sénégal, depuis normalement presque 2014. Donc, depuis lors, on joue un rôle vraiment important dans l'échiquier et aussi dans la diffusion, d'informations immobilières au Sénégal. Alors, voilà. Donc, par rapport à ces deux casquettes-là, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise pour pouvoir intervenir sur les différents points qu'on va aborder. D'accord, M. Djedjou, merci pour cette brève présentation. Je sais que votre profil est beaucoup plus touffu que cela. Vous avez voulu être modeste dans la présentation. M. Manet. Bonjour, M. Diagne. Bonjour à tout le monde. Bonjour, M. Anne. Bonjour, M. Djedjou. Comme je l'ai dit d'emblée, ça fait un grand plaisir d'être ici avec vous, de partager ce moment. C'est un plaisir incommensurable que j'ai aujourd'hui de découvrir une personne, à la personne de Mouché Diagne, à qui on partage sur LinkedIn des choses assez extraordinaires. Et de découvrir ici des personnes aussi qui sont des férus du domaine. Quand on parle de foncier au Sénégal, c'est un sujet qui est tellement d'actualité. M. Djedjou a parlé de deuxième sujet de conflit dans le pays, mais je pense que je vais juste dire que c'est le premier type de conflit dans ce pays-là qui a attiré jusqu'à peut-être à permettre à dire au président qu'il ne se passe pas un mois pour que des documents n'atterrissent au palais pour quand même des questions relatives aux fonciers. Je pense que nous, aujourd'hui, on est quand même, c'est une grande joie pour moi de discuter de ce sujet-là
on en discute entre amis, on en discute entre collègues, mais lorsque vous vous permettez d'en discuter, d'expliquer un tout petit peu des gens à qui peut-être sont en dehors du Sénégal, de la diaspora, de leur dire qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est là et qui menace la sécurité, la paix au Sénégal, qui a menacé, qui a mis à terre des pays. Je ne vais pas citer peut-être des pays, on peut prendre l'exemple du Rwanda. Le conflit est là et ça nous parle. Et je pense que le foncier, c'est un sujet où on va peut-être trouver beaucoup d'approches et beaucoup d'objectivité en parlant de ce sujet-là, et peut-être à éveiller à tout le monde que c'est un sujet que nous allons débattre avec beaucoup d'expérience et de modestie pour quand même permettre à tout le monde d'avoir quand même quelque chose à mettre sous la dent dans ce sujet-là. Donc voilà, je vais peut-être approfondir au cours des questions et des réponses que nous allons fournir au cours de ce panel-là. Merci, M. Diagne. Merci, M. Mané, aussi pour cette présentation. Et comme vous le dites, ça fait un beau bout de temps que nous échangeons sur quelques plateaux. Et c'est un plaisir aussi de vous voir en visuel comme ça. C'est vraiment un plaisir. Michel, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Si on n'arrive toujours pas à joindre Micheka. Oui, tout d'abord, je prends juste la parole 2 minutes pour vous remercier encore de votre présence. Et je sais que c'est pas évident à cause de vos agendas, mais vous avez quand même tenu à être là pour parler de ce sujet-là. Donc, je propose effectivement qu'on commence. Et si Monsieur K, le président de la Chambre de notaires du Sénégal, nous rejoint par la suite, on pourra effectivement lui poser des questions. Donc, je vous laisse la parole pour qu'on puisse commencer le débat. Merci, Michel. Donc merci, chers auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous suivent. Donc, à travers ce panel sur la loi sur le domaine national, sur la gestion du foncier, sur les conflits fonciers, donc, et sur les litiges. Et nous allons essayer de débattre tout ça autour de la loi sur le domaine national. Donc, entre litige et obsolescence de la loi, quelle solution? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important donc d'essayer de cadrer un peu le sujet et d'essayer de donner un peu du contenu à la loi sur le domaine national pour que ceux qui nous suivent puissent savoir exactement quelle est l'essence et quelle est aussi l'esprit de la loi sur le domaine national. Ça nous guidera au fil de nos discussions et ça nous permettra de pouvoir faire l'état des lieux de cette loi, de faire les critiques, mais aussi de proposer des solutions aux Sénégalais qui seront des solutions qui pourront être viables, puisqu'il y a des experts autour de ce panel qui pourront vraiment répondre à cela. Donc, le foncier au Sénégal, comme on l'a dit, est une question qui mérite l'attention. Donc, le président de la République l'a dit, donc la plupart des litiges qui lui sont soumis, 90% des litiges relèvent du foncier. Donc, c'est un problème au Sénégal. Et comment on est arrivé à cela? Donc, il s'agit de faire l'historique du foncier au Sénégal. Avant la colonisation, donc, la gestion des terres au Sénégal était surtout de droit coutumier. Donc, il y avait des maîtres de la terre donc, qui géraient la terre, que l'on appelait les lamans, donc, qui assuraient la gestion, mais aussi la distribution de la terre à travers les clans familiaux donc, et à travers aussi des individus donc, qui avaient la capacité de labourer la terre. À l'avènement du colonisateur, donc, il y a eu un choc entre le système que le colonisateur a voulu instaurer, à savoir le système de l'immatriculation, parce qu'à la venue du colonisateur, donc, il fallait aussi acquérir de la terre pour pouvoir mener à bien sa politique. Et pour cela, il lui fallait faire main basse sur la terre qu'occupaient les indigènes. C'est pourquoi il a introduit le régime de l'immatriculation à travers divers décrets
donc qui ont pour but seulement de pouvoir avoir comment dirais-je, faire main basse sur la terre. Mais au moment des indépendances, même le colonisateur, il s'est rendu compte des difficultés d'adaptation et d'application donc des textes qu'il a voulu instaurer donc sur le système foncier sénégalais. C'est pourquoi même à la veille des indépendances, donc en 1955, le colon même avait reconnu à travers le décret de 1955 qu'en Afrique occidentale française et en Afrique orientale, donc ils sont confirmés les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du Code civil ou du régime de l'immatriculation. Donc lui-même, il a reconnu, donc le colonisateur a même reconnu les difficultés qu'il y avait à asseoir, donc à avoir une mainmise sur le foncier au détriment donc des droits coutumiers. À l'avènement des indépendances, donc en 1960, le Sénégal s'est confronté au legs que lui avait laissé le colonisateur. Donc, il y avait une patate chaude entre ses mains, et à savoir la gestion de ce foncier-là, et il fallait légiférer. Au moment de la promulgation de la loi de 1964, donc plusieurs hypothèses étaient sur la table. Comment il faut faire pour avoir une bonne gestion du foncier et comment concilier les droits coutumiers et l'immatriculation. Ce n'était pas une chose aisée, mais la loi de 64 a essayé de répondre à cela pour faire du foncier un levier de développement. Et à travers ces premiers articles, donc surtout à travers l'article 1 de la loi sur le domaine national, on peut comprendre l'esprit, on peut comprendre comment dirais-je, ce qu'a voulu instaurer le législateur sénégalais. À travers l'article 1er, il dit que constitue de plein droit le domaine national toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques. À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette même date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une autre personne que l'État. À travers cette première définition des terres du domaine national, on peut noter que les droits coutumiers ont été balayés d'un revers par le législateur sénégalais. Le législateur sénégalais n'a pris en compte que les terres immatriculées, c'est-à-dire qui sont reconnues par le régime de l'immatriculation à travers le décret de 1932, mais aussi celui de 1955. Et cela déjà constitue un problème d'emblée, donc qui va continuer à s'accroître au fil des années dans l'application même de cette loi. Et les difficultés ont commencé à naître dès même la promulgation de cette loi, parce que la plupart des personnes, des individus, des citoyens qui détenaient des droits coutumiers ont rejeté donc cette loi. Et c'est ce qui a amené l'État à essayer à plusieurs reprises à travers des décrets d'application pour essayer de revoir ce système qu'il a voulu mettre en place à travers le domaine national, mais aussi d'essayer de prendre en compte donc, les besoins des populations donc, qui disposaient des droits coutumiers sur la terre. Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'État. L'État détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelle, conformément au plan de développement et au programme d'aménagement. Donc, l'idée du législateur sénégalais, c'était de pouvoir donc, détenir les terres, de pouvoir, comment dirais-je, retourner à la conception négro-africaine de la terre, donc qui faisait état que la terre ne pouvait pas être la pleine propriété de certains individus au détriment de la communauté. Et c'est pourquoi l'État a essayé, à travers cette loi sur le domaine national, de
de pouvoir asseoir vraiment un régime foncier capable de prendre en charge les aspirations des populations, mais aussi capable de prendre en charge les programmes de développement de l'État du Sénégal. Mais cette loi s'est vue heurtée avec les droits coutumiers que leurs titulaires continuaient d'utiliser au détriment donc, de la loi. Ceux qui avaient les droits coutumiers ne se sentaient pas dans l'obligation d'aller se faire immatriculer, parce que c'est comme si ils sentaient que l'État voulait leur déposséder de leur terre. C'est ce qui a amené déjà les conflits qui ont continué à naître au fil du temps et qui sont devenus actuellement ingérables. D'où la nécessité pour les acteurs de se réunir et de voir comment proposer des solutions. C'est ça l'objet de ce panel, où nous avons différents intervenants qui vont nous permettre d'avoir une plus grande, comment dirais-je, une plus grande idée sur cette loi sur le domaine national. Donc, sans tarder, je vais poser la première question à, comment dirais-je, M. Diédou. Vous, en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que pratiquant, donc à travers votre société, mais aussi à travers l'organisation que vous dirigez, comment voyez-vous la loi sur le domaine national? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à travers les transactions que vous effectuez donc, dans le domaine national? Très bien, je vous remercie pour votre question. Maintenant, je pense que c'est une question à dévoiler. Je vais d'abord commencer par le premier. Donc, c'est sur la question à voir. Comment est-ce qu'on voit cette loi de 1964? Moi, aujourd'hui, personnellement, par rapport à cette loi, je vois que cette loi, elle n'est pas mauvaise en son sein. Voilà, parce qu'aujourd'hui, laisser le Sénégal indépendant sous la coupole des droits coutumiers et tout ça, c'est remettre en cause aujourd'hui, comment dirais-je, l'efficacité de l'État dans la gestion des terres au niveau, comment dirais-je, au niveau national. Donc, cette loi en tant que telle, la manière dont elle a été faite, elle a redonné pouvoir à l'État pour la gestion des terres, mais sous le contrôle des populations. Parce qu'aujourd'hui, les terres qui quittaient du domaine national pour être immatriculées au domaine privé devaient être sous le contrôle du peuple et passer aussi par l'Assemblée nationale et tout ça. Donc, il y avait une mainmise des populations par rapport à ça. Voilà, ce n'était pas carrément l'État qui devait gérer carrément ces terres-là. Donc, voilà. Et aussi, ces terres-là devaient être mises pour utilité publique. Voilà. Donc, grosso modo, cette loi en son sein n'était pas vraiment, comment dirais-je, négatif, parce qu'il y avait plusieurs comment dirais-je, faits disparates qui étaient naissants. Voilà, parce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, le Lébou, s'était approprié carrément la région de Dakar avec les coutumiers et tout ça. Voilà. On voyait aussi au niveau de ma région originelle, qui était la région casamançaise, et comme on dit aujourd'hui, la loi de 1964 est l'une des premières causes du conflit casamançais, parce que le Djola et aussi, comment dirais-je, le peuple casamançais dont la terre est un bien commun, se voir que cette terre-là va appartenir à l'État ou appartenir au truc, ça frustre beaucoup de personnes. Donc, par rapport à tout ça, c'était un peu compliqué pour que les gens puissent pouvoir voir ça de ce point de vue-là. Mais moi, je pensais qu'il faut qu'il y ait une entité forte pour pouvoir gérer ça, parce qu'il y avait plusieurs groupuscules, plusieurs manières différentes de gérer les terres en fonction de la région, en fonction aussi de trucs. Donc, l'État, c'était le seul moyen pour eux, aujourd'hui, de pouvoir faire main basse sur les terres restantes qui n'étaient pas immatriculées et de pouvoir permettre à l'État de pouvoir gérer en parfaite harmonie avec les populations ces terres-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est par rapport à l'usage. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette loi-là? Voilà. C'est de là vraiment que découlent tous les problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait de cette loi-là? Voilà. Est-ce que nos dirigeants aujourd'hui qui ont mis en place cette loi de Senghor en passant par Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade
ont pu respecter tous les préceptes. Déjà, par rapport à l'applicabilité, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent, ce qui n'a pas été appliqué. Et il y a beaucoup de, comment dirais-je, de problèmes dans l'élaboration et même l'applicabilité de cette loi-là. C'est ça le problème particulier qu'on a par rapport à ça. Oui, M. Guédou, je pense que vous l'avez si bien dit. Donc, il y a un problème d'adaptabilité donc de la loi par rapport à nos réalités. Mais comme vous l'avez dit, donc, la loi sur le domaine national n'est pas mauvaise en soi, parce que ça permettrait à l'État de pouvoir vraiment réorganiser donc, le système foncier au Sénégal, donc, qui était régi par divers droits coutumiers. Parce que rappelons-le, donc à l'avènement des indépendances, la plupart des terres du Sénégal, 99% même, étaient donc des droits, étaient constitués de droits coutumiers. Donc 1% seulement donc, était issu du régime de l'immatriculation. Mais vous, en tant qu'acteur, il vous arrive de faire des opérations sur le domaine national. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés que la plupart des Sénégalais rencontrent sur les terres du domaine national? Ok, normalement, pour moi déjà, on ne doit pas parler de transactions sur le domaine national parce que tout ce qui est domaine public, qu'il soit naturel ou truc, donc tout ce domaine-là appartient à l'État. Donc, il n'est pas permis aujourd'hui à un citoyen sénégalais ou à une entité sénégalaise de faire des transactions sur le domaine national. Parce que la plupart des titres qu'on a sur le domaine national, ce sont des titres précaires. Donc, on a le permis d'occuper, on a la délibération, le titre administratif qu'on a dessus. Donc, on ne peut pas en aucun cas faire une opération immobilière sur le domaine national. Donc, je vois que ça s'est fait de nos jours. Il y a plusieurs personnes qui s'y mettent et tout ça. Mais moi, je me dis, personnellement, la loi ne nous permet pas de faire des opérations sur le domaine national. Donc déjà, c'est ce qui rend déjà en déphasage avec tout le monde, avec aussi les différents intervenants dans le truc. Donc le domaine national n'est pas sujet à faire des opérations. Mais on voit différemment ce qui se passe sur le terrain. Voilà, parce que comme ce que le professeur Wahab disait souvent, une personne que j'apprécie énormément, quand il dit délibération Ken Boukoudjaï. Donc, on n'est même pas habilité à penser ou même à dire aujourd'hui qu'on doit faire des transactions sur le domaine national. Parce que pour le faire, il y a plusieurs étapes. L'État doit d'abord prendre le terrain du domaine national, déclassifier, ensuite le mettre dans son domaine privé. Du moment qu'il arrive dans le domaine privé de l'État, c'est en ce moment, s'il veut, dès qu'il est immatriculé, on a un titre foncier. En ce moment-là, on peut maintenant prendre ce titre foncier-là, le morceler et le donner à droit de bail à différentes, comment dirais-je, personnes morales ou physiques de nationalité sénégalaise. Voilà, donc grosso modo, c'est ça le processus. Voilà, maintenant pour ce processus-là, il fallait le respecter, voir comment il fait le truc. Maintenant, c'est à partir du moment que c'est bien, là, quitte le domaine public dans le domaine privé, c'est en ce moment maintenant qu'on peut penser à faire des transactions. Moi, je me dis, si aujourd'hui on alimente le débat pour dire aux gens qu'il faut faire des transactions sur le domaine national, là déjà, on va fausser le débat dès le départ. Voilà. Et on va toujours être dans la même, comment dirais-je, mouvance de ne pas éclairer les Sénégalais sur ce qui se fait en mal. Et pourtant, ce sont des situations que nous rencontrons tous les jours. Donc, des gens effectuent des transactions sur le domaine national. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Toutes ces personnes-là sont dans l'illégalité. Aujourd'hui, on sait que les premières personnes, ce sont les maires qui sont engagés, c'est le politique sénégalais, parce qu'on sait que la meilleure manière de s'enrichir le plus rapidement au Sénégal, c'est de vendre des terres. Voilà, donc aujourd'hui, ces personnes-là, ces politiques-là, aujourd'hui, ils sont à porte-à-faux. Voilà. En étant à porte-à-faux, j'en dis ce qu'on ne vient pas, que nous aussi, de notre côté, on a des agents immobiliers ou des soi-disant agences immobilières qui ne connaissent rien en la matière ou qui n'ont même pas eu le minimum de bagages juridiques pour savoir qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir mêler la patte à ce genre d'opération-là. Ces personnes-là se permettent aujourd'hui de mettre en place tous les systèmes d'arnaque autour des terres foncières. Voilà. Donc, moi, je me dis, personnellement,
c'est un débat sur lequel il faut qu'on éveille les trucs. Il y a un risque qui est là. Le risque, déjà, c'est d'y toucher. Voilà. Le deuxième risque aujourd'hui, c'est de mener en bateau toute une population, c'est de mener en bateau toutes, comment dirais-je, des immigrés, comment dirais-je, des personnes qui ont gagné durement leur, comment dirais-je, leur petite économie. Voilà. Parce que tout ça, normalement, ne doit pas se faire. Merci, M. Yéju, encore pour cet éclairage. Comme vous l'avez dit, le domaine national est un domaine qui n'est pas susceptible d'appropriation privée. Oui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc aucune personne ne peut s'approprier ça, hormis l'État. Donc, hormis l'État, tel qu'il est décrit dans l'article 3 de la loi sur le domaine national. Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'État. L'État a la prérogative d'immatriculer les terres et de pouvoir maintenant le céder par voie de bail à d'autres citoyens ou bien à des investisseurs. Mais le problème que l'on voit donc sous nos cieux et qui sont la source de la plupart des conflits, ce sont la vente des terrains du domaine national. Alors que les terrains du domaine national ne sont pas, de par leur nature juridique, parce que ce ne sont pas des droits réels que nous avons sur le domaine national, mais des droits personnels. Donc, un droit d'usage seulement. Aujourd'hui, si on vous affecte un terrain du domaine national, c'est pour un usage personnel. L'affectation est temporaire et précaire et se fait par des conditions bien déterminées. Mais on assiste à toute autre chose, donc sous nos cieux, et c'est ce qui amène la plupart du temps des conflits et des litiges à n'en plus finir. Monsieur Mané, ouais, qu'est-ce que vous pensez de la loi sur le domaine national, vous en tant qu'urbanisme, en tant que planificateur? Est-ce que la loi sur le domaine national est conforme avec notre programme de développement? Merci, M. Diagne. Merci. La question elle est très précise. Vous allez juste m'accorder 2 secondes pour quand même revenir sur ma présentation parce que j'ai omis de dire que je suis membre de l'Académie de recherche stratégique africaine qui réfléchit entre autres sur ces sujets-là, sur des sujets d'enjeux mondiaux et qui aujourd'hui, comme le foncier, c'est un sujet que nous réfléchissons et je pense que je voudrais revenir sur ça pour quand même compléter la présentation. Merci pour la question. La loi du domaine national, à son article 2 dit que l'État détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelle, conformément au plan de développement et au programme d'aménagement. Et la question qui suit, c'est est-ce que cette loi-là permet l'aménagement progressif et prévisionnel des villes et campagnes dans le cadre d'une politique de développement économique et social et d'aménagement du territoire? Je vais prendre la question sous l'angle du développement urbain, parce que si on essaie de voir le développement urbain, notamment la capitale du Sénégal, Dakar, qui aujourd'hui accueille plus de 25% de la population du Sénégal, avec sur un territoire de 0,3% ou peut-être 0,28%. Les chiffres, l'ANSD est en train de nous faire comprendre que c'est 0,3% du territoire national. Et je pense que ça, c'est une situation d'hypertrophie urbaine qui est en train de se montrer et qui s'est déjà montré et qui cause en général ces problématiques foncières-là que nous sommes en train de vivre depuis pas mal depuis environ une décennie. Et du coup, je vais répondre d'emblée que cette loi-là n'a pas pu permettre au Sénégal, n'a pas pu permettre aux autorités et aux populations sénégalaises de quand même se départir de ces questions-là. Et ces questions-là sont aujourd'hui dans le quotidien des Sénégalais. Il va falloir peut-être repenser à travers des réformes foncières. C'est vrai que vous l'avez évoqué. L'État du Sénégal a su peut-être essayer de rectifier à travers des décrets qui, en un temps, ils ont réglé quelques problèmes, mais en un temps aussi, ils ont peut-être causé beaucoup plus de problèmes qu'ils en ont réglés. Et du coup, il va falloir peut-être partir de ces décrets-là, essayer de rajuster. Et pourquoi ne pas créer une réforme foncière, revoir en profondeur cette loi-là, essayer de la corriger en son profondeur, d'essayer de se compléter. Parce qu'aujourd'hui, il faut le saluer. Aujourd'hui, on a mis en place le plan national d'aménagement du territoire et de développement territorial qui, à mon avis, est un excellent plan
Et je pense que si on suit ce plan-là et on essaie de voir avec le code de l'urbanisme qu'on a modifié en 2008, quand même ajuster et réajuster quelques éléments qui ont quand même posé quelques problèmes dans le temps. Aujourd'hui, si on essaie d'aller vers ce plan-là, ce plan national d'aménagement, le PNAT, qui aujourd'hui donne beaucoup plus d'élan aux autorités, à savoir à comprendre que la planification constitue quand même un moteur de développement et constitue une soupape de sécurité. Un pays qui n'est pas du tout planifié, un territoire qui n'est pas du tout planifié ne peut pas aspirer à un développement économique et social. Et du coup, il faut partir de ce plan-là. Partir de ce plan-là et ajuster le domaine et revoir en profondeur ce domaine-là. Parce que si on le sait bien, si on essaie de se comparer aux autres pays qui au jour de l'indépendance, je veux prendre un exemple comme le Bénin, qui s'est donné le courage quand même de revoir sa gestion foncière, qui aujourd'hui est citée comme exemple à travers des décrets, ou bien reformer en profondeur son plan de sa gouvernance foncière, sa gestion foncière. Aujourd'hui, c'est un pays qui est cité en exemple. Et je pense qu'il y a aussi d'autres qui aujourd'hui ont peut-être en avance sur le Sénégal. Je pense que le Sénégal traîne du pied et il va falloir peut-être, si on essaie de corriger, en allant vers ce plan d'aménagement, ce plan national d'aménagement du territoire et du développement territorial. Essayer quand même de voir ce plan-là, d'aller dans les conditions les plus optimales de développement économique et social. Et du coup, essayer en profondeur. C'est vrai que c'est des questions qui nous touchent, c'est des questions qui font parfois mal de voir qu'on peut régler les choses, mais on traîne du pied en fait. Je ne sais pas, peut-être si la politique par là arrange à ne pas régler les choses, ou peut-être c'est des questions politico-politiciennes qui sont derrière cette rive-là, mais quand même, il va falloir, nous, acteurs du développement et acteurs sur le terrain, quand même, de comprendre que notre pays a le pouvoir de changer. Il va falloir peut-être changer vers ça, alors qu'avant que l'on tombe dans des revers que des pays ont connus et qui, aujourd'hui, ne font pas du tout. Exactement. Mais l'utilisation rationnelle des sols. Donc, aujourd'hui, si vous regardez la croissance urbaine actuellement dans toutes nos villes, en particulier Dakar, donc Dakar est vraiment, donc il y a une hypertrophie que l'on constate à Dakar, avec sur une superficie de 550 km², Dakar abrite presque 30 à 35% de la population urbaine du Sénégal. Aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, dans presque la plupart des grandes villes du Sénégal, où on n'arrive plus à trouver des terres pour favoriser donc, un cadre de vie propice aux populations, pour que les gens puissent s'épanouir, leur dévolu est actuellement jeté sur les terres du domaine national. Est-ce que cela ne va pas amener, est-ce que cela n'est pas source de la plupart des conflits? Donc, le fait que les gens n'arrivent plus à trouver un terrain disponible, donc qu'ils peuvent acheter, ils jettent leur dévolu actuellement sur le domaine national qui n'est pas susceptible d'appropriation. Ne pensez-vous pas que cette loi a amené beaucoup plus de complications, beaucoup plus de difficultés qu'il n'a résolu de problèmes? Effectivement, j'embarque le point que vous avez emprunté et c'est ça, c'est bien dommage et c'est malheureux de constater ce phénomène-là. Aujourd'hui, comme vous le dites, les populations sont en train d'aller vers le domaine national parce que c'est leur terre en fait. Le domaine national est circonscrit dans leur territoire. Aujourd'hui, le Sénégal a peut-être fait une erreur de ne pas reconnaître le droit coutumier. Et le droit coutumier pouvait peut-être en partie, je dis bien en partie, résoudre ces problématiques que nous sommes en train de vivre. Reconnaître le droit coutumier, c'est-à-dire permettre aux populations dans leur territoire, les terrains qu'ils sont en train de cultiver, de leur dire que ces terrains-là, on les reconnaît, vous pouvez les mettre en valeur, vous pouvez y faire votre habitation, vous pouvez le reconnaître. Et ça va permettre à ces populations-là de se sentir
qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont une matériel à s'approprier, qu'ils ont une matériel à mettre en valeur. Et dès l'instant qu'ils savent que les terres qui sont en train de mettre en valeur, ces terres-là ne leur appartiennent pas, ça appartient à l'État. Et du coup, ils se sentent un peu lésés. Et c'est cette problématique-là qu'un pays comme le Bénin a réglé. Le Bénin a reconnu des droits de fait, des droits coutumiers. Et aujourd'hui, on n'entend pas de problème de ce genre. Et c'est un pays qui est un exemple. Et sur le problème qui pousse, sur les problématiques aussi qui poussent les populations à s'activer, à aller vers ces terres-là, c'est qu'aujourd'hui, le logement pose problème. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez problématique. Et l'État du Sénégal est en train de juguler par des programmes de 100 000 logements, par des programmes d'habitat social. Et on sait qu'en pratiquant, en tant qu'acteur sur le terrain, on sait que c'est vrai que c'est une politique assez saluée. Mais sur le terrain, on n'en voit pas. Depuis qu'on a annoncé ces 100 000 logements-là, on n'a pas eu de solution. On n'a pas vu peut-être les premiers logements sortir. Et aujourd'hui, on est dans ce rythme-là. On est dans ce rythme-là, on n'avance pas. Exactement. Je pense que, comme je l'ai dit dans mes débuts de propos, je pense qu'aujourd'hui, réformer en profondeur cette loi du domaine national, ça va peut-être encourager les acteurs qui sont sur le terrain, encourager les populations à quand même se dire qu'ils ont leur terre leur appartient, ils ont envie d'en faire ce qu'ils veulent. Et ça va peut-être les donner, les motiver à faire, à développer, à mettre en valeur ces terres-là. Aujourd'hui, je pense que cette solution-là, si nous la pratiquons, je pense qu'on va peut-être emprunter les chemins que des pays comme le Bénin, le Mali ont déjà résolu. Exactement. L'accaparement des terres au Sénégal. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un phénomène qui inquiète la plupart des populations sénégalaises. On assiste de plus en plus à des dépossessions massives de populations qui étaient logées sur le domaine national au profit d'investisseurs étrangers. Monsieur Diédhiou, que pensez-vous de ce phénomène? Et quelles sont les solutions que vous préconisez pour éviter que les populations soient dépossédées de leurs terres au profit d'investisseurs? Ok, très bien. Par rapport à ce phénomène, j'ai eu même à faire un article là-dessus, il y a de cela, je pense bien, 1 ou 2 mois, pour voir aujourd'hui quel est l'impact des investisseurs, des investisseurs étrangers qui viennent s'accaparer nos terres. Donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a presque 700 000 hectares de terres arabes du Sénégal qui sont en train d'être négociés par les investisseurs étrangers. Et ces investisseurs étrangers-là, aujourd'hui, si on voit en réel, ils ont presque 300 000 hectares de nos terres. Alors que ces 300 000 hectares de nos terres, ça représente presque 5% donc 20% des terres arabes du Sénégal. Donc, s'ils partaient aujourd'hui à 600 000 ou 700 000, ils seront presque à 40 ou 50% des terres arabes du Sénégal. Donc, comment dirais-je, paysan lambda qui est au Ferlo, qui est en Casamance et tout ça, qu'est-ce qu'il en deviendra? Celui qui a cultivé sa terre durant des années et des années, c'est voir ces terres-là se faire acquérir par d'autres personnes. Là, déjà, il y a déjà un problème qui se pose. Voilà. Et en dehors de ça aussi, les gens se basent aujourd'hui sur le fait de leur position politique et tout ça pour pouvoir faire main basse. Moi, j'ai j'ai eu à voir la dernière fois un écrivain qu'on a octroyé 3 000 hectares de terre. Ces 3 000 hectares, il n'en a rien fait. Alors qu'il y a des paysans qui sont là, sur place, qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en profiter et tout ça. Voilà. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire aujourd'hui, que ce soit pour les investisseurs étrangers et aussi pour des Sénégalais de bonne position sur le pouvoir politique, aujourd'hui, mettre en place un mécanisme d'accaparement des terres. Et ce mécanisme d'accaparement des terres-là, c'est un mécanisme qu'on doit aujourd'hui, tout un chacun, on doit le dénoncer. Voilà. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a 700 000 hectares de terres qui sont en train d'être
négociés par les multinationales et les gouvernements étrangers. Et aussi, on a presque 1 300 000 mètres carrés de nos terres qui sont sous le joug aujourd'hui de dignitaires sénégalais. Le Sénégalais, par exemple, le plus certain M. Ibrahim Sall, qui a 30 000 hectares à son nom. On ne sait pas c'est pour quel genre de projet qu'il veut faire et tout ça, mais imaginez aujourd'hui le Sénégal, les gens qui vivent dans le Ferlo, les gens qui vivent dans la Casamance sont sur leur village et ce village appartient à une autre personne qui, soi-disant, doit, comment dirais-je, faire un projet qu'on ne va jamais voir. Et moi, je me dis, par rapport à ça, il faut qu'on pose les questions adéquates. Il faut aujourd'hui que l'État change sa manière de pouvoir, comment dirais-je, de délibérer sur les terres du domaine national. Voilà. Exactement, exactement. Comme vous l'avez dit, vous l'avez bien soulevé. Donc, il est important de se poser la question de savoir quel est l'impact de ces investisseurs sur le développement du Sénégal. Par rapport à l'impact, moi, je ne vois pas d'impact par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les différents groupes qui ont aujourd'hui qui ont eu à avoir des terres, surtout dans le Ferlo, par exemple, on prend le cas de Mbane. À Mbane, aujourd'hui, on sait que oui, le plus grand propriétaire terrien maintenant, les plus sénégalais et indiens, c'est le groupe Séné-India. Et aujourd'hui, il y a des hectares, parce que 10 000 hectares de terre à Mbane. Mais en réalité, on avait promis de faire des exploitations agricoles, d'embaucher les populations locales, de travailler en synergie avec elles, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, sur les 10 000 ou 20 000 hectares qu'ils ont, ils n'ont pas exploité plus de 2 000 hectares. Où en est passé le reste? Et pour qu'on se dise vrai aujourd'hui, le seul impact qu'ils ont, c'est un impact personnel qui est un retour par rapport à ces multinationales-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous, ils prennent nos terres, ils se débrouillent avec l'État du Sénégal pour avoir un bail là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour avoir des baux. Et ces terres-là les servent à être des leviers financiers sur le marché international. Donc aujourd'hui, notre domaine national aujourd'hui est en train d'être dilapidé. Tous ces grands investisseurs que vous voyez aujourd'hui, ils ont simplement eu accès à nos terres pour lever des financements. Et ces financements, quand ils sont levés, ils ne profitent pas au Sénégal. Ça ne profite même pas aux petits cultivateurs dans la zone. Qui aujourd'hui ne sait pas demain. Aujourd'hui, on a cédé la terre à Danone, mais peut-être d'ici 5 ou 10 ans ou 15 ans, c'est une autre entreprise qui va venir sur place parce que nos terres ont tous été en majeure partie hypothéquées. Donc, voici le vrai problème qu'on a au Sénégal. N'était-ce pas là un échec de la part de l'État dans sa politique de développement agricole? Non, c'est pas aujourd'hui, ça dépend. Aujourd'hui, l'échec, il est patent, il est bien, il est visible. Maintenant, aujourd'hui, comme on dit, si le gouvernement pensait global, s'il pensait population, s'il pensait Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas céder nos terres pour ça. On n'allait pas céder nos terres pour ça, parce qu'aujourd'hui, vous prenez tout dans toute la zone, aujourd'hui, j'ai vu dans toute la zone du Ferlo, la plupart des entreprises qui sont là, on a vu le problème de Séné-Huile. Séné-Huile, c'était combien? C'était 30 000 hectares. On en est où avec Séné-Huile? Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la loi 64, normalement, tous ces projets-là qu'on devait mettre en place et tout, cette loi-là encadre. Normalement, ce qu'ils devaient faire, ce sont les populations, vu l'utilité publique ou vu l'utilité de truc, doivent en synergie travailler avec ces investisseurs-là et l'État doit avoir l'aval de toutes ces populations-là pour pouvoir faire ces sessions-là. Alors que ce qu'on voit, c'est que tout ceci, ça s'est fait sous le nez ou même sans pour autant que le cultivateur lambda ou les gens qui vivent, les autochtones, soient au courant de ce qui se trame derrière. Vous réveillez du jour au lendemain et on vous dit que oui, vos terres ne vous appartiennent plus, ça appartient à telle personne pour tel projet. Exactement. C'est un problème que vous posez et qui a interpellé la plupart des acteurs. Parce que ça, c'est quand même un défaut
d'application manifeste de la loi sur le domaine national. De voir ces phénomènes d'accaparement, ce phénomène d'investisseurs qui viennent déposséder des populations. C'est un détournement. C'est pas un défaut, mais c'est un détournement de cette loi-là. Au Sénégal, on est champion dans le détournement des lois. C'est comme ils ont fait avec la loi sur la surface corrigée. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et même aujourd'hui, même par rapport aux délibérations, comment on délibère par rapport à ça? Il y a toujours un détournement. Le quorum n'est jamais respecté au niveau des communautés rurales et tout ça. Donc, aujourd'hui, le politique, à chaque fois, il sait que la loi nous protège. La loi protège le Sénégalais lambda dans l'acquisition ou dans l'accès à la terre. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est dans l'applicabilité. C'est dans l'applicabilité. La plupart des gens aujourd'hui… Exactement. Parce que pour l'affectation des terres du domaine national, normalement, pour l'affectation des terres du domaine national dans les zones de terroir, il faut être membre de la communauté et avoir une capacité de mise en valeur. Très bien. Donc aujourd'hui… Assistons maintenant à un phénomène où l'État donne les terres à des étrangers. Donc vous voyez que la loi est dans les zones, si on regarde l'article 8 de la loi sur le domaine national, il dit que les terres de la zone des terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur mise en valeur et les exploitent sous le contrôle de l'État et conformément aux lois et règlements. On assiste face à ces attributions, à ces affectations massives aux investisseurs, un détournement de la loi. Est-ce qu'il n'y a pas là un défaut d'application même de la loi qu'un détournement d'objectif? Le défaut d'application, il est constaté, hein, il est vraiment constaté. Parce que moi, je me dis, cette loi en tant que telle n'est pas aujourd'hui, cette loi de 1994, s'il est bien appliqué, tout Sénégalais aura son compte dans la cession des terres. Comme vous avez dit, par rapport à, à l'accès à la terre des ruraux, aujourd'hui, monsieur qui n'aura pas droit à avoir des terres individuelles. Et comment ça se fait qu'il a une délibération individuelle alors qu'il fait pas partie de cette communauté rurale-là? Exactement. C'est la même chose avec d'autres personnes qui sont en Casamance, d'autres personnes qui sont dans le Sine Salou. Donc aujourd'hui, imaginez. Donc, si la loi était appliquée comme elle se devait de l'être, aujourd'hui, on n'aura pas ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ceux qui refusent ou ceux qui font ces machinations-là, ce sont les mêmes personnes, ce sont les personnes qui sont les autorités. Exactement. Ou dernièrement, avec la dernière fois, aujourd'hui, par exemple, cette loi-là, aujourd'hui, elle a été modifiée parce qu'aujourd'hui, je vois le dernier décret qui est sorti par rapport à ces terres que le président a prises. En interdisant les personnes, en interdisant ou en limitant le pouvoir des communautés rurales par rapport aux délibérations. Aujourd'hui, l'exécutif qui n'avait pas le pouvoir au Sénégal de pouvoir attribuer des terres se voit aujourd'hui par ce décret avoir puissance pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux avoir des terres au-delà de 50 hectares, on a besoin de l'approbation du président de la République. Exactement. C'est une chose que Senghor n'a pas voulu. C'est une chose que Abdoulaye Wade a refusé. Mais aujourd'hui, c'est possible au Sénégal. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés à là? Nous sommes arrivés à là parce qu'aujourd'hui, ils ont pris un prétexte. Le prétexte, c'est que quoi? Il y a trop de conflits. Mais ces conflits viennent d'où? Qui a créé les conflits? Quand on fait le diagnostic des conflits, 90% des conflits qui sont là au Sénégal ont toujours une mainmise des autorités. Exactement. Ils ont une mainmise des autorités. Aujourd'hui, si les autorités n'avaient pas touché aux terres de Mbane, s'ils allaient faire le consensus comme M. devait, les populations de Mbane n'allaient pas se soulever. Aujourd'hui, ce qui se place comme conflit foncier au niveau de Dougar, si l'autorité n'avait pas, comment dirais-je, octroyer des terres sans pour autant consulter les communautés de Dougar, aujourd'hui, on n'en sera pas là à ce qu'on voit au niveau de Dougar. Donc, il y a la même mise de l'autorité par rapport à ça. Donc, cette même mise de l'autorité par rapport à ça, il faut aujourd'hui qu'on sache que c'est elle la responsable. Exactement. Aujourd'hui, avec ce nouveau décret-là,
voilà, ce décret-là donne un plein pouvoir à l'exécutif sous la coupole du ministre de l'Intérieur avec le gouverneur et le président de la République de pouvoir légiférer. Même les communautés rurales, aujourd'hui. Donc l'État du Sénégal actuellement a enlevé tout pouvoir au conseil rural et au conseil municipaux. Aujourd'hui, ils ont plein de pouvoir. Parce que moi, je me dis, même cette loi de 64, là, aujourd'hui, cette loi-là, elle a été remise en cause carrément dans son fond. Et beaucoup de personnes n'ont pas vu venir ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le président, aujourd'hui, c'est lui qui a. Parce qu'une communauté rurale, aujourd'hui, avant même de faire un lotissement, doit avoir ce qu'on appelle l'autorisation de morcellement. Et cette autorisation de morcellement est signée par le ministre. Exactement. Et elle va émaner aujourd'hui d'un projet d'utilité publique, comme aujourd'hui, avec le projet des 100 000 logements, Denis Mirandao et tout ça, c'est des plans qui ont été faits, l'aménagement a été fait et tout. On sait que c'est des projets d'utilité publique, on délimite toutes les différentes zones, on prend les terrains qui appartenaient au domaine national, qu'on va transférer dans le domaine privé, et que maintenant, à partir de ça, parce qu'on sait que c'est une utilité publique. Donc, ce qui veut dire que c'est la même mise de l'État déjà, pour ça. Et en plus encore, si on doit affecter un terrain à un particulier ou on doit affecter un terrain à une personne morale, c'est l'État qui décide. Si ça dépasse normalement, 50 hectares. Exactement. De 10 hectares, c'est le gouverneur qui doit approuver. Au-delà de qui, c'est 50 hectares. Donc aujourd'hui, ce sont les seuls à pouvoir, voilà. Exactement. Donc vous avez touché le problème de plein fouet. Et aujourd'hui, la plupart des acteurs et tous les acteurs, vous-même vous l'avez reconnu, M. Mané l'a reconnu. Donc nous avons une loi sur le domaine national qui est dépassée, qui ne répond plus aux attentes aussi bien des populations qu'aux attentes de développement des pouvoirs locaux. Aujourd'hui, cette loi est devenue obsolète, complètement en déphasage avec nos réalités socio-culturelles et économiques. La loi d'orientation agro-silvopastorale, en son article 22, disait: la définition d'une politique foncière et la réforme de la loi sur le domaine national constituent des leviers indispensables pour le développement agro-silvopastoral et la modernisation de l'agriculture. Monsieur Mané, pensez-vous qu'on peut avoir, avec tout ce que l'on vient de dire, un régime foncier capable de concilier les intérêts des populations locales, c'est-à-dire capable d'avoir une exploitation agricole paysanne familiale, capable d'avoir le développement d'une agriculture avec l'agro-business, capable d'avoir un développement économique durable et une équité dans la répartition des terres? Est-ce qu'une telle réforme foncière est possible? Merci, M. Diagne. Merci, M. Diédhiou, d'épiloguer longuement sur la problématique en tant que telle de la situation qu'on est en train de vivre sur la gestion foncière du Sénégal. Et aujourd'hui, peut-être, je vais d'emblée répondre par l'affirmatif. Il faut quand même se donner ce courage-là de penser qu'on peut changer les choses. Aujourd'hui, si on essaie juste de toucher un point, un élément, c'est-à-dire sur l'agro-business, c'est-à-dire sur l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on voit à Dakar que c'est seulement la zone de Rufisque qui est en train de nourrir quand même une certaine portion de la population. Alors qu'autant, on voyait que c'est une zone qui était tellement pourvoyeur de culture, qui nourrissait toute la région de Dakar et naturellement de Thiès. Aujourd'hui, ce développement-là, on voit que on est en train de mettre en place des pôles urbains. Notamment à Dakar, on a compte 7 pôles urbains. Et ces pôles urbains-là, on est en train de, quand même, ils ont eu la chance d'avoir une bonne planification. Ils ont la chance d'avoir des plans d'urbanisme de détail, des plans directeurs d'urbanisme de détail qui, si on essaie de comparer, il n'existe pas quand même beaucoup de territoires qui ont eu à disposer de ce plan-là. Ces pôles urbains-là, ils en disposent. Pourquoi ne pas quand même passer par là à essayer de réformer tout petit peu. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas en phase avec cette loi du domaine national. Moi, je suis partant
qu'il faut quand même changer en profondeur cette loi-là. C'est obsolète. On ne peut plus avancer avec ça. On peut plus, le Sénégal ne peut plus se développer avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu avec la découverte du gaz et du pétrole. On ne va pas quand même continuer avec cette loi-là. On aspire à un Sénégal émergent comme c'est le ventre de nos autorités. On ne peut pas quand même avancer sur un sujet assez délicat, sur des problématiques de développement économique et social assez délicats. Et quand même continuer à dire qu'on doit suivre la logique de cette loi qui date de 1964. C'est bien qu'il a fait son temps, il a réglé peut-être quelques problèmes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avancer avec ça. Moi, je suis partant. Je suis partant quand même. Il faut quand même, si on essaie de convoquer, d'aider nos pauvres paysans à intégrer la rampe de développement que le Sénégal est en train de prendre, il faut quand même se départir de cette loi-là. La loi du domaine national ne peut pas permettre un développement et une modernisation de la campagne sénégalaise. Cette loi-là ne peut pas aller avec ça. Et du coup, si on essaie de se mettre, de cultiver cet esprit-là, de voir des exemples réussis dans la sous-région, parce que quand même, il y a des pays qui ont réussi à se départir de ces choses-là. C'est vrai que des conflits fonciers, on en voit toujours, mais quand même, il faut ce qu'on voit au Sénégal, on ne peut pas quand même se permettre de voir un autre pays. L'exemple du Sénégal est une illustration parfaite. On ne lève pas un seul jour sans pour autant entendre que des pauvres paysans sont en train de se manifester pour demander à l'État de rentrer sur leur terre. Et c'est ça qui est quand même malheureux, de savoir on peut changer les choses et que nos autorités ne nous entendent pas. S'ils nous entendent, peut-être ils sont là, ils sont en train de voir que l'accaparement des terres est synonyme de pouvoir politique. C'est ça qu'ils pensent et malheureusement pour eux, ça ne va pas continuer. Parce que là, aujourd'hui, on est quand même décidé à faire de cette loi-là une expérience derrière nous. Exactement, monsieur Mané, je pense que vous avez fait le tour de la question. Et je pense qu'il y a un manque, certes, de volonté politique que l'on constate au Sénégal par rapport surtout à la réforme foncière. Donc, M. Diédhiou, l'insécurité foncière actuellement a atteint des proportions inquiétantes. Donc, surtout avec le dernier cas de Dougar, où des populations se sont vues dépossédées de leurs terres, se sont vues piétiner donc, de leurs droits face à des investisseurs. Est-ce qu'il y a possibilité, à travers une réforme foncière, de pouvoir reconnaître des droits à des personnes sur le domaine national et de pouvoir aussi favoriser l'investissement afin d'octroyer aux investisseurs des titres de propriété sûrs et garantis? Est-ce que cela est possible? Oui, grosso modo, c'est possible. Hein? C'est possible parce que normalement, la loi de 64 elle le prévoit. Parce que bien vrai, elle ne réunit pas carrément l'appartenance coutumière ou des trucs. Parce que, comme vous voyez, avant l'obtention de toute terre, même qui appartient à la communauté, il faut faire partir de cette communauté-là. Ce qui veut dire qu'indirectement, le droit coutumier est un peu respecté dans la loi de 1964. Maintenant, moi, je me dis aujourd'hui, comme ce que M. Mané a dit, il faut repenser les choses différemment. Parce que déjà, on a eu un échec patent dans l'application ou dans la gestion même de cette loi, qui aujourd'hui, les gens ont déjà trouvé les moyens de contour pour contourner. Donc, il faut déjà mettre en place une nouvelle loi pour pouvoir gérer ça. L'insécurité, comment dirais-je, foncière, aujourd'hui, c'est que la face visible de l'iceberg. Nous sommes tous en insécurité foncière. Aujourd'hui, même ceux qui acquièrent des biens au Sénégal aujourd'hui ne savent pas que est-ce que les biens que j'ai acquis, j'aurai la pleine propriété, oui ou non. Nous sommes tous dans l'insécurité foncière. Aujourd'hui, c'est tout le Sénégal qui est menacé. Parce que quand vous allez dans le Sénégal des terroirs, que vous voyez ce qui se fait et tout ça, vous vous rendez compte que c'est tout le monde qui est menacé. Voilà. Aujourd'hui, on a vu sur les 30 hectares au niveau de l'aéroport,
On s'est dit, il n'y a pas de problème, c'est bien, on a donné ça à qui, mais il y a des problèmes. Aujourd'hui, des problèmes. Quelles sont les solutions pour vous? Il n'est pas possible de proposer l'immatriculation généralisée des terres du Sénégal et que l'État puisse les détenir afin de les distribuer? Non, aujourd'hui, on ne peut pas faire une immatriculation générale. Une immatriculation générale aujourd'hui, c'est possible dans aucun pays parce qu'aujourd'hui, il faut au moins créer des balances. Voilà, et des disparités pour permettre au moins voilà. Parce qu'une immatriculation, avoir un pays qui est sur un titre foncier où tout le monde a un titre foncier, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. On a déjà un système d'immatriculation qui a été mis en place avec le NICAD, le numéro d'identification cadastrale. Ce système-là, il est déjà bon. Maintenant, c'est de savoir comment légiférer par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, donner la possibilité aux populations de pouvoir être partie prenante dans la distribution des terres. Et que les populations aient le mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver dans un petit village, comme je prends un petit village comme je dis encore, là où la l'ICS. Dans ce petit village-là, vous arrivez là-bas, mais la l'ICS prend toutes les terres, les personnes sur place n'ont pas de mots à dire, on ne peut pas, ils n'ont pas négocié, ils ne savent pas exactement ce qu'il y en est. Voilà, quel est l'impact social que ça aura, donc tout ça, c'est des choses à voir. Moi, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'on fasse les choses comme elles se doivent. La première chose, c'est basé sur ce que monsieur qui a dit, comment dirais-je, Manet, on a déjà un bon plan d'urbanisme qu'on a mis en place. Donc, depuis 2017, le président parlait de faire le conseil de l'urbanisme pour pouvoir voir comment mettre tout ça en place. Ça, déjà, on doit se focaliser sur ça. Vu qu'on sait que dans toutes les différentes zones, voici les zones qui seront dédiées à l'agriculture, les zones qui sont dédiées aux villes, les zones qui sont dédiées à l'industrie. On a ce plan d'urbanisme du Sénégal. Et par rapport à ça, maintenant, on va voir comment légiférer. Dans quelle zone on aura des titres fonciers, dans quelle zone on aura des baux, dans quelle zone qui pourra gérer quoi. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, le politique, c'est bien beau qu'il gère ça, mais il faut qu'il y ait une partie prenante des populations. Voilà. Les populations doivent avoir le mot à dire par rapport à ça. Voilà. Donc, moi, je pense mais si ne pensez-vous pas que si on continue d'avoir l'existence de deux droits, le droit moderne et le droit coutumier, est-ce que l'existence des conflits ne va pas continuer? Non, on n'a pas le droit moderne et le droit coutumier. On aura un seul droit. Mais aujourd'hui, c'est de reconnaître l'appartenance des terres à certaines populations. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller chez mais ces populations qui sont attributaires de terres ne sont pas propriétaires. C'est là où se trouve le problème. Non, le problème de la propriété, c'est ça qu'on a résolu dans les nouveaux textes. Parce que c'est pas qu'ils n'étaient pas propriétaires, ils ont été dépossédés. Parce que la loi de 64 dépossède. Exactement. Parce que aujourd'hui, quand tu allais dans un terroir au Fouladou, qui appartenait à des Fouladou, eux, ils devaient immatriculer par rapport, ils devaient prendre un géomètre, aller l'immatriculer et mettre à leur nom, autant avec le colon. Mais là, l'État a dit non, toutes les autres terres qui n'ont pas été immatriculées tombent directement dans le domaine national. Donc, ils ont dépossédé de leurs terres. Exactement. Voilà. Maintenant, pour revenir à la normale, pour revenir au truc, il faut qu'on donne cette possibilité-là. Exactement. Donc, une réforme foncière s'impose. Mais on a vu qu'en 2012, le président de la République avait mis sur pied une commission nationale de réforme foncière qui a produit son rapport en 2017. Mais on a vu que 4 mois après, la commission a été dissoute. Qu'est-ce que cela vous inspire? Franchement, comme je dis aux gens, c'est que la volonté politique au Sénégal par rapport à tout ce qui est politique immobilière, elle est à revoir. Parce qu'on n'a pas de volonté politique réelle. Voilà. Peut-être avec la venue du pétrole et la découverte d'autres ressources, peut-être le politique va se focaliser sur ça. Mais tout ce qui était par rapport à la politique immobilière, ils ne voulaient pas changer les choses.
parce que ça les profitait beaucoup. Voilà. Ils s'enrichissaient avec, comment dirais-je, les terres. Voilà, donc là, ils n'avaient pas de volonté politique réelle pour pouvoir changer les choses. Voilà. Exactement. Cette volonté politique-là, il faut l'avoir. Il faut avoir du cran pour pouvoir changer les choses. Alors qu'aujourd'hui, ces imminentes personnes, telles que M. Ndoye et tout ça, qui ont réfléchi là-dessus, ils ont fait un travail, comme on dit, de titan et un travail vraiment, vraiment, on peut vous dire, c'est un travail qui était très bien fait. Mais l'applicabilité des textes et des réformes qu'ils ont demandées n'allait pas dans l'intérêt du politique. Donc, ne sommes-nous pas prisonniers de notre élite politique? On peut le dire, hein? On est prisonnier, on peut le dire. Aujourd'hui, tout ce qui est question foncière va dans, je peux dire, c'est la volonté politique qui doit nous aider. C'est la volonté politique ferme qui doit nous accompagner à ce qu'on puisse résoudre ce problème-là. Exactement. Moi, je pense que sans volonté politique, on ne pourra arriver à rien. Monsieur Mané, la dissolution de la Commission nationale de réforme foncière a été vécue par la plupart des acteurs de développement et aussi de la plupart des populations locales, surtout dans les zones de terroir, dans les communautés rurales, donc comme un désaveu donc, sur l'ensemble du travail qu'a accompli cette commission. Pour vous, qu'est-ce qui a amené cela? Est-ce une volonté manifeste de l'État de ne pas résoudre la question du foncier, ou bien est-ce que le rapport de la commission n'a pas été édifiant pour l'autorité de l'État? Merci, M. Diagne. C'est un gros dommage de constater que le comité qui a quand même réfléchi à temps, qui a donné quand même un rapport assez convaincant à tout le monde, de constater que nos autorités n'ont pas eu à poursuivre, à suivre les recommandations, les belles recommandations, je vais dire, qui ont été édictées dans ce rapport-là. Et nous, en tant qu'acteurs, on sait bien qu'ils ont quand même ils ont paraphé toutes les problématiques que le foncier connaît dans ce pays-là. Et du coup, ce rapport-là nous donnait, espoir que les choses vont peut-être changer. Et du coup, ça va peut-être, on va peut-être approuver ce rapport-là. Et malheureusement, dans les mois qui ont suivi, on a constaté ce que vous avez constaté. Et vous conviendrez avec moi qu'il se manifeste une absence de volonté politique notoire dans ce pays-là de changer les choses. Il ne faut pas avoir peur des mots, M. Diagne. Dans ce pays-là, ce qui retarde ce pays-là dans son développement, c'est ce que nous dirigeons en fait. Quand ils ont envie de changer quelque chose, quand ça leur agrée, ils peuvent quand même d'un coup de doigt changer la chose. Et quand peut-être ils voient que la chose ne leur agrée pas ou peut-être leur intérêt est menacé, ils ne veulent pas du tout la toucher, même ne serait-ce que la changer en profondeur. Et je pense que, comme l'a dit M. Diédhiou, il faut avoir du courage à faire de cette question-là une question nationale, une question que les Sénégalais veulent avoir derrière eux. On ne peut pas avancer avec ça. On nous sent à jour le jour d'un Sénégal émergent. C'est vrai qu'on peut être émergent, mais on ne peut pas avancer en ne pas régler la question foncière. Des pays qui sont aujourd'hui dans les rampes du développement, ils ont peut-être réglé ces questions-là. On ne peut pas du Exactement. On ne peut pas du tout se permettre de se dire qu'on a une volonté de changer des choses, de dire que je fais le logement une priorité nationale dans mon plan Sénégal émergent, alors que vous savez pertinemment que le logement ne peut se faire sans régler la question foncière. On ne peut pas peut-être aujourd'hui se dire que moi j'ai envie d'avoir mon logement, d'avoir ma propriété, sans pour autant m'assurer que je vais peut-être avoir également mon titre foncier. Et cette question-là n'est pas du tout derrière nous. Aujourd'hui, peut-être c'est des sujets tape à l'œil qu'ils ont envie de nous vendre, de nous dire qu'il y a un programme 100 000 logements qui va peut-être arriver à jour. Et du coup, on sait, nous, acteurs, que ces choses-là ne peuvent pas avancer sans pour autant régler les choses à la base. Et on ne peut pas aussi vouloir une chose et son contraire. La Constitution de 2016 dit les ressources des territoires appartiennent aux populations. Et on ne peut pas quand même, dans cette constitution-là, assez libérer la chose, assez clarifier la chose, et aujourd'hui peut se permettre d'avancer avec cette loi-là. Je pense qu'il y a pour ajouter. Oui.
pour ajouter à votre contribution, par rapport aux 100 000 logements, comme vous dites aujourd'hui, moi, je me suis dit, le vrai problème, c'est toujours un problème foncier. Aujourd'hui, quel type de propriété ces futurs Sénégalais qui vont acquérir des biens là-bas? C'est une bonne question, M. Guédé. On sera dans la même problématique aujourd'hui. À Diamniadio, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le type de propriété que les personnes auront, parce qu'on ne sait pas exactement sous quelle base on a créé la commission. Voilà. On a ces problématiques-là. Donc, ce sont des niches de conflits fonciers. Donc, demain, aujourd'hui, une personne qui va acquérir dans ces 100 000 logements, on ne connaît pas quel type de propriété cette personne aura. Après que ce gouvernement est passé, un autre gouvernement va arriver, on ne sait pas ce qui en irait. Demain, ça va créer tout un tas de problèmes. C'est des niches de conflits fonciers, c'est des niches de conflits fonciers. Aujourd'hui, peut-être on va pas se le mentir. L'État du Sénégal ne peut pas quand même se cacher derrière ça trop longtemps. Les choses sont assez claires maintenant que s'il y a une volonté politique notoire, constatée, affichée, les choses peuvent changer. Mais malheureusement, je pense qu'au niveau de la hiérarchie la plus suprême, ils savent pertinemment que s'ils sentent l'intérêt des uns et des autres, ils vont peut-être perdre leur pouvoir et leur privilège. Et c'est ça la véritable question, en fait. Et nous, on sait le privilège qui est derrière ce grand deal-là que j'appellerai peut-être un deal qui ne va pas avancer le pays dans son développement que nous attendons tant. Aujourd'hui, peut-être une bonne constitution est là. Les ressources des territoires appartiennent aux populations. Et on ne peut pas à chaque fois se dire que ces ressources-là, ils ne peuvent pas accompagner une dynamique de développement économique et social assez propice qui vont peut-être nous donner un Sénégal émergent que nous aimons tant et qui est chanté au jour le jour par nos autorités. Exactement, monsieur Mané et monsieur Yadou, je pense que vous avez fait le tour d'horizon. Donc aujourd'hui, il y a eu énormément de rapports, de conclusions, de recommandations, de séminaires et d'ateliers sur le foncier, donc qui devaient permettre d'avoir une base claire donc pour avoir une réforme foncière qui répondra aux attentes des populations, mais aussi qui répondra aux besoins de développement. Mais on constate un défaut de volonté politique manifeste de la part de nos gouvernants. Aujourd'hui, à travers la loi agro-silvopastorale, donc il devait y avoir, après sa promulgation en 2004, un projet de réforme foncière devait être proposé à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, donc ce projet n'a pas été proposé. Et on pensait qu'avec la création de la Commission nationale de réforme foncière, que l'État était sur les bases de cette proposition de loi, afin de pouvoir avoir une réforme foncière qui répondrait aux aspirations de tous les acteurs, mais aussi des populations locales. Et M. Diédhiou, je pense que le panel touche à sa fin. Quel est votre dernier mot? Pour moi, mon dernier mot aujourd'hui, c'est que vu le diagnostic de la situation actuelle en termes de conflit foncier, il est vraiment temps que l'État prenne ses décisions et qu'elle prenne le point à barre le corps. Parce qu'aujourd'hui, toutes les réflexions qui devaient se faire de Doudou Ndoye à Sourang ont été faites par rapport à ça. Et toutes les politiques d'urbanisation depuis un bon moment ont été faites par rapport à ça. On attend que le politique puisse légiférer par rapport à ça et permettre aujourd'hui aux Sénégalais d'être libérés de ce poids-là. Parce que de Dakar à Ziguinchor, de Ziguinchor à Saint-Louis, de Matam à Fatick, partout, le pays est en ébullition avec que des conflits fonciers. Donc, l'État en tant que tel doit aujourd'hui prendre cette décision. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, comme ce que M. Manet a dit, vouloir avoir un Sénégal émergent sans une politique immobilière. Parce que l'immobilier est l'un des moteurs de croissance d'une économie. Toutes les grandes nations, les États-Unis, vous prenez Dubaï, tout le monde, ils ont bâti leur, économie avec un secteur immobilier fort, réglementé et, soutenable. Donc, moi, ce que je demande, c'est que l'État prenne ses décisions. Parler avec les vrais acteurs aujourd'hui, demain
et après-demain. Merci, M. Diédhiou, pour votre éclairage. Comme vous l'avez dit, je pense que des états généraux du foncier sont nécessaires pour pouvoir vraiment avoir un objectif global et dégager de manière surtout consensuelle donc les éléments d'une nouvelle politique de réforme foncière. Je pense que il manque seulement de la volonté politique. C'est ce qu'on attend de nos dirigeants. Donc, d'avoir vraiment une volonté politique de réformer pour le bien des populations. Monsieur Mané, votre dernier mot, votre mot de la fin. Merci, M. Diagne. Ça a été un plaisir pour moi quand même de participer à ce panel riche en expertise avec M. Diédhiou et M. Anne et vous qui quand même nous ont permis quand même d'avoir de bonnes relances. Et du coup, moi, je vais dire qu'on ne peut pas quand même se développer, se permettre de se comparer à des pays qui aujourd'hui ont eu le courage quand même de prendre la situation du foncier, la question foncière, de régler cette question-là, de la mettre derrière eux et se permettre de dire qu'on va se comparer à ces pays-là. Aujourd'hui, le courage que nos autorités ont de mettre en place le plan national d'aménagement et de développement territorial, le PNAT, qui est un bon plan, qui quand même, on essaie à chaque instant, si l'occasion nous le permet, de saluer ce plan-là et d'accompagner ce plan-là par une loi d'orientation de développement territorial qui est approuvée par le président de la République récemment. Et du coup, cette volonté-là qu'ils ont à mettre en place un plan national d'aménagement du territoire qui répond aux normes des territoires, qui répond aux normes de la découverte du gaz et du pétrole. Pourquoi ne pas peut-être, comme complément aussi, en assurer une réforme foncière en profondeur pour quand même pour quand même permettre au Sénégal qui va peut-être aspirer comme ils aiment le dire, à l'émergence et qui peut-être va faire de ses enfants et de ses fils une grande fierté d'être au Sénégalais partout dans le monde. Merci encore M. Mané, merci M. Diédhiou, merci M. Anne. Je pense que le panel touche à sa fin et ce qu'on peut retenir d'après les débats qui ont été menés donc sur le foncier au général, sur l'état des lieux du foncier au général, sur la résolution des conflits fonciers au général, il faut aller vers une réforme foncière. Il faut faire les états généraux du foncier. Il faut arriver à mettre en place, comme l'a dit M. Diédhiou, une politique immobilière forte qui sera une base de relance du développement au Sénégal. Il faut avoir un système de gestion foncière et domaniale qui nous permettra de pouvoir asseoir les bases d'un développement économique du Sénégal, mais qui va aussi nous permettre d'avoir une coexistence, comme M. Diédhiou l'a dit, une coexistence bien sûr qui sera non conflictuelle entre le droit coutumier et le droit moderne, c'est-à-dire le régime coutumier et le régime d'immatriculation. Parce qu'il ne faut pas aussi remettre en cause l'ensemble des acquis donc, de nos grands-parents paysans qui possèdent la terre et qui l'exploitent depuis plus de 50 ans à 100 ans et qui l'ont hérité, cette propriété qui a continué à être héritée de petit-fils en petit-fils. Je pense qu'on doit arriver à une sécurisation foncière. Une sécurisation foncière qui va permettre l'épanouissement des populations locales, mais aussi qui va permettre le développement de l'agriculture paysanne. Donc, à travers une capacité pour les paysans de lever de fonds, mais aussi qui va permettre un développement de l'investissement privé, qui va permettre d'attirer les investisseurs privés avec des objectifs de production clairs, des cahiers de charges clairs, donc qui vont permettre à ce que les populations et l'État du Sénégal, mais aussi la nation sénégalaise, y trouvent son compte. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Michel, je pense qu'on peut vous rendre la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Diédhiou. Merci, M. Mané. Merci, M. Diagne. C'est vraiment ce
ce qu'on attendait effectivement de vous. Et je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, ils ont toute l'information concernant ce thème et ils vont beaucoup apprendre. Et effectivement, je vous rejoins dans tout ce que vous avez dit. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout est en train de bouger et on ne peut pas se permettre de laisser les textes comme ça a été écrit à la base. Et je pense qu'il faut aller avec son monde, il faut savoir évoluer, il faut savoir aussi mettre les choses et mettre aussi les hommes pour accompagner et cela va permettre, comme vous le disiez, M. Diagne, de pérenniser les investissements privés. Et aujourd'hui, tout ce qui revient dans les échanges qu'on a un peu partout dans le monde quand on fait nos salons, c'est vraiment est-ce que c'est sûr, qu'est-ce que vous mettez en place pour garantir que ce soit le titre foncier ou autre, que c'est vraiment sûr. Et je pense que la révision de ces textes-là va permettre d'y voir beaucoup plus clair et de s'adapter avec le monde qui est en perpétuel mouvement. En tout cas, merci beaucoup pour ce panel de haut niveau et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine conférence. Merci beaucoup à vous et à bientôt.